Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, retrouvez les moments forts de l'entretien entre notre directeur de la rédaction Régis Le Sommier et l'ancien colonel de marine, Monsieur Pierre de Jonghe. Je vous souhaite un très bon visionnage. On assiste à une incursion de drones en carton, parce que honnêtement, Oui. des drones en carton, même s'ils avaient effectivement, les drones avaient des cartes SIM polonaises et, Lituaniennes. et des pays baltes. Oui. Et donc en fait, l'objectif étant évidemment que le drone franchisse le territoire et Se connecte sur le se réseau. connecte. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et poursuivre son plan de vol. C'est exactement ce que les Ukrainiens font avec les drones qu'ils envoient en Russie au passage. Donc c'est une technique qui est parfaitement connue. Donc premier point. Le deuxième point, la Roumanie. On a un drone qui rentre de 10-20 km et puis qui repart. Donc on voit qu'il y a une espèce quand on voit les trajectoires au passage, Oui. c'est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce d'exercice qui se met en place avec des maquettes de drones, parce qu'il n'y a rien dans ces drones. Il faut bien Pas de charge. éventuellement des caméras, etc. Ouais. Donc qu'est-ce que font les Russes? Ils nous testent. Premier point, ils testent quoi? Ils testent, leur capacité d'abord à pouvoir rentrer dans le dispositif, ce qu'ils ont fait, parce que les drones qui sont entrés en Pologne ont fait globalement se rentrer sur une distance de 300 km. Ouais. C'est pas rien. Hmm. On voit au passage qu'on a été plutôt pas très bon. Il y a eu il y a un moment donné relativement délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. On verra encore une fois dans les semaines qui viennent le résultat, je dirais, opérationnel. Donc on assiste à cette espèce de moment extrêmement bizarre où en fait vous avez des drones russes, très, très concrètement russes, qui franchissent la frontière. On aurait pu éventuellement accuser les Ukrainiens de monter une opération de déstabilisation. C'était pas impensable non plus. Pour moi, ça faisait partie, c'est 30% de Des scénarios. la note, c'était possible. Ouais. Une opération de déstabilisation menée par les Ukrainiens et visant en fait à provoquer une espèce de réaction européenne, ce qui n'est pas impensable dans le schéma global, c'était pas impensable. Aujourd'hui, le fait que ce soit au moment de Zapad est quand même un moment très très compliqué, très très particulier, c'est que les Russes procèdent toujours dans cette mécanique-là, ils sont toujours dans un système dans lequel ils vont tester. Donc premier point, des drones qui se promènent sur la frontière, etc. Donc évaluation, pour très concrètement, test du dispositif européen et otanien et évaluation de nos capacités de riposte. Au passage, très compliqué, parce que quand vous tirez un missile de 1 ou 2 millions d'euros sur Oui, c'est ça, le un problème. engin qui vaut rien, parce que du coup, c'est des maquettes en carton, Oui. là, on peut se poser la question. Donc, on voit qu'on a un dispositif d'alerte qui est performant, mais un dispositif de réaction qui est beaucoup trop puissant par rapport à la menace. Le problème du drone, c'est quoi? Il faut le voir arriver, donc il faut un système de radar. En général, c'est fonctionnel. On a les Français et les Européens ont vraiment tout ce qu'il faut pour ça. D'accord. On a tout le problème, c'est la réaction. Donc, il faut un système qui soit... Le problème, on ne peut avoir une réaction anti-drone que si elle est locale. On ne peut pas avoir un système général dans un bunker à Paris, à l'EMA, par exemple, et avec une décision, je dirais, très centralisée. La décision ne peut être que décentralisée. Donc, c'est très compliqué. Parce que le modèle militaire, comme disait l'IOT, l'armée, plus que tout autre système, n'est qu'une pyramide de chefs. Donc le problème est le suivant, c'est que la lutte anti-drone ne peut être que délocalisée. Et à partir de là, et quand je dis délocalisée, c'est vraiment à un niveau qui est assez microscopique. Je dirais même pas au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier. Donc on est vraiment... donc là, il faut qu'il y ait un système d'information qui arrive et que la décision de tir se prenne par les gens qui sont localement présents. Donc c'est vraiment une transfert au-delà de l'armement qu'il faut. Parce qu'il faut un armement qui corresponde à cette saturation. C'est capable de gérer... Donc vous avez votre système de détection de radar qui va gérer, je ne sais pas, 20, 30, 50 drones en même temps. Et vous avez un système d'ordre de tir qui échappe à l'homme. Donc c'est là, l'IA, évidemment, rentre directement dans la décision, bien évidemment. Et donc vous avez un système automatique qui fait que l'armement va tirer à courte portée sur les drones. Et vous allez arroser le système et vous allez en détruire 90%. Emmanuel Macron annonce qu'on envoie 3 Mirages, trois Rafales. Là-bas, on sait que depuis le début de la guerre, les Rafales sont employés pour faire la surveillance de la frontière, mais ça sert à quoi? Donc on voit qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Russes font de l'animation de paysage, ils font une opération de démonstration, parce que jusqu'à nouvel ordre, ils n'ont pas tiré un seul coup sur un pays européen, mais on voit, ils évaluent aujourd'hui la réaction, les moyens mis en place. C'est pour ça que la nécessité ou l'utilité de mettre en place 3 Rafales, elle se justifie au travers de l'image qui est projetée sur Moscou. Ça, c'est le deuxième point. Donc on voit qu'il y a une démonstration et une observation de ce qu'on est en train de faire, sachant que l'OTAN n'est pas en reste. De l'autre côté,
côté, évidemment, on assiste à ce qui est en train de se passer. On est relativement surpris par ce qui se passe, parce que qui aurait pu dire, il y a encore une semaine, que les Russes allaient faire joujou le long de la frontière comme ça. Donc on est sur un sujet très compliqué, qui fait que Thierry de Montbrial a quand même dit il y a quelques jours, la troisième guerre mondiale, aujourd'hui, est imaginable. La semaine dernière, le Wall Street Journal, alors c'est dommage, j'aurais dû vous le communiquer, mais je vous résume un petit peu, a publié un article expliquant, selon eux, la raison de fond pour laquelle Poutine résiste à Trump sur la paix en Ukraine. Le Wall Street Journal explique que le pari que fait Poutine, c'est que son économie, qui donne quelques signes de fatigue, en particulier cette année, tiendra plus longtemps que l'armée ukrainienne sur le front. Est-ce que vous partagez cette idée que Poutine, finalement, n'entrera pas en négociation tant qu'il ne sera pas... Parce que là, les voyants sont au vert, c'est-à-dire que l'Ukraine donne des signes de faiblesse, lui aussi, mais il est prêt à prendre ce risque. Je pense que c'est une partie de la réponse. Probablement qu'il joue une espèce de jeu un peu bizarre. C'est un joueur d'échecs. Il considère qu'il lui reste une dame à jouer. Et donc la dame, c'est quand même la pièce dominante. Donc il considère qu'il a une pièce dominante et qu'effectivement les Ukrainiens pourraient s'effondrer avant. À mon avis, c'est pas sûr. Parce que les Ukrainiens ont démontré depuis le début de la guerre qu'ils avaient une capacité à résister qui était quand même extrêmement forte. Et je pense que les Russes vont un peu vite. D'ailleurs, on le voit bien sur le terrain aujourd'hui. On voit qu'autant sur la partie, je dirais, bombardement à longue distance qu'ils font sur les villes et sur les installations stratégiques ukrainiennes, ça, ils y vont plein pot. C'est 600 drones par nuit ou 600 drones par semaine. Donc on voit que c'est massif. Autant sur le terrain, c'est moins glorieux. Pour une raison très simple, c'est que les drones ont modifié les logiques terrestres. Et on n'est pas sur une grande escadronnade sur 100 km. On va conquérir un bout de terrain et les Ukrainiens font la même chose de l'autre côté. Ils vont reprendre tel village. Donc on est sur une espèce de guerre de charbonniers sur un front qui est assez dilué, qui est beaucoup moins linéaire qu'il ne l'était l'année dernière. On est sur un modèle avec des points forts, etc. Et aujourd'hui, le soldat ukrainien... Des sacs à feu. Exactement, où le soldat russe prend un risque quand il sort de son trou pour aller chercher le courrier ou chercher du café. Donc c'est tout le problème, c'est que la guerre a changé. Et ça, ce genre de guerre est assez peu consommateur en hommes, par contre, et peut durer pendant des années. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, Poutine a cette logique-là, probablement en partie. D'autant qu'il s'appuie aujourd'hui, il s'adosse aujourd'hui sur la Chine. On le sait depuis la réunion de l'OCS il y a une quinzaine de jours, où là, il a un allié qui est ami pour toujours. Alors, pour toujours, on va dire, à ce niveau-là, un certain temps. Et puis, il a l'approvisionneur de matériel bizarre, avec les Nord-Coréens, qui fournissent autant de missiles et surtout d'obus de 155 qu'il veut. Enfin, il faut et probablement des hommes à court et moyen terme. Donc, en fait, le cadre OCS et le cadre de la relation qu'il a mis en place avec la Chine, c'est ce que j'appelle la matrice numéro 1. La matrice numéro 1, c'est l'axe Pékin-Moscou qui est déterminant. Et autour de cet axe-là, c'est créé un monde euro-asiatique autour de l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, créée en 2001, et qui est en fait un pacte de Varsovie bis, quand on lit les textes, dans lequel vous avez comme la Chine, vous avez quand même l'Inde. Alors l'Inde, c'est un cas particulier, mais aujourd'hui, il est crispé par rapport aux États-Unis. Il y a le Vietnam, il y a de pays. Donc en fait, vous avez un système aujourd'hui qui s'est greffé autour de ça. Sachant que cette deuxième matrice, elle est elle-même générée par une troisième matrice qui est le Sud global, dans lequel les pays du Sud considèrent que l'Occident, les 32 pays de l'OTAN, Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon ne sont pas des mondes qui sont, respectables. Parce qu'aujourd'hui, on est considérés comme des dégénérés, compte tenu du fait qu'on essaie de, entre guillemets, les recoloniser. Donc c'est un vrai sujet. Donc la structuration, je dirais, mentale et politique, si vous voulez, des Russes, elle est fondée autour de ces trois matrices, c'est fondamental. Le deuxième point qui me paraît extrêmement difficile pour les Russes, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'on peut imaginer que les Russes, aujourd'hui, ou que Poutine puisse dire à son armée, on arrête la guerre? Il faut décélérer quand vous avez de tels investissements, une telle organisation autour du conflit, autour de la guerre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Russes sont dominants. C'est que l'effort du pays est à 100% sur la guerre. Alors, c'est pas 100%, on va dire à 50%, ce qui est énorme. Très concrètement, aujourd'hui, comment les Russes pourront décélérer? Comment débrancher la machine? Ce sera très compliqué. Quand vous savez qu'un soldat russe, quand il signe un contrat, on lui donne une prime, il est très très bien payé. Quand il casse sa pipe, il est très bien payé. Et non seulement ça, mais ils ont mis en place des incentives. C'est quand un Russe tire un char ukrainien, il a une prime de $100. Quand il tire un hélicoptère, etc. Donc, en fait, donc le truc, c'est qu'en fait, vous avez un Les bataillons de volontaires sont encore mieux payés. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez... on sait que l'armée russe, aujourd'hui, sur le 15-20%, je crois. Mais c'est colossal. Ouais.
Et quand vous avez une armée qui fait 1 million, 1,5 million d'hommes, les mecs, vous croyez qu'ils vont revenir dans l'atelier à 300 euros C'est compliqué. Ouais. Et ça, Poutine a très bien compris. La stabilité sociale, je dirais, structurelle de la Russie, elle est liée à ce conflit maintenant. Et ça, pour avoir les solutions, comment dire, d'une rétraction, ou en tout cas trouver des modalités pour décélérer, ça vous prend des années. Et donc aujourd'hui, on n'est pas sur ce modèle-là. Donc aujourd'hui, même si Poutine le voulait, je pense qu'il ne pourrait pas arrêter ce conflit. Alors il y a aussi la question qui se greffait justement à cette manifestation, qui a peut-être aussi galvanisé les troupes, de l'hommage à Charlie Kirk. Est-ce que Donald Trump a évoqué ce personnage important dans la galaxie du Trumpisme et avec émotion et en le qualifiant de premier martyr du wokisme. Donc on est vraiment sur des lignes idéologiques. Cette violence, elle touche aussi les démocrates. On oublie un petit peu, il y a eu le gouverneur du Minnesota qui avait été assassiné, également le gouverneur Shapiro aussi, dont la maison avait été... Enfin bref, il y a des hommes politiques qui sont assassinés aux États-Unis par arme à feu. Alors on me dirait, c'est pas nouveau. Hein, c'est habituel. Puis Lincoln. Mais là, on semble quand même qu'on arrive... Alors, est-ce que c'est la conséquence de la surabondance des armes à feu, ou est-ce que, selon vous, on va vraiment vers une guerre civile de l'autre côté de l'Atlantique ? Alors, malheureusement, je vais peut-être vous faire de la peine, je pense que les armes à feu jouent un rôle, mais en fait, ce n'est pas le rôle essentiel. Ce qui est dangereux, ce n'est pas l'arme, c'est l'homme qui la porte. Donc, encore une fois, mais l'homme qui la porte la trouve là-bas, beaucoup bien plus sûr, facilement donc, qu'ici. encore une fois, l'arme en soi n'est pas dangereuse. Donc, encore une fois, je pense que le sujet n'est pas là. Même si, effectivement, cet amendement fait que le fait d'être pouvoir être armé, c'est le deuxième amendement, je crois, ouvre la porte à certaines, je dirais, libertés qui sont relativement destructrice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je crois, c'est que Trump a mis en place, a permis à certains pays, aux Européens, il indique aux Européens une espèce de nouvelle ligne. En fait, c'est un modèle anti-woke qui fait qu'on va arrêter ce qui se passe. On va arrêter de dégénérer. Quand vous voyez que le Premier ministre espagnol vient d'arrêter le Tour d'Espagne de cyclisme parce qu'il y a des manifestations, je dirais, pro-palestiniennes. Quand vous voyez que vous avez le président des socialistes qui annonce qu'il faut mettre des drapeaux palestiniens sur les mairies françaises. De quoi on parle? Donc on a un problème, c'est que ce wokisme, qui est en fait une structuration mentale anticoloniale qui fait qu'on dit, et aujourd'hui, si vous voulez, la guerre en Palestine, la guerre à Gaza, représente en finale, je veux dire, le combat ultime contre le colonisateur israélien. Alors je vais vous poser une question provocatrice. Est-ce que vous pensez que Donald Trump a plus de valeurs en commun avec Vladimir Poutine qu'avec les leaders européens, dans le fond? Ah, complètement. Je suis intimement convaincu qu'il y a une espèce d'adéquation. D'abord, ils en parlent régulièrement. Une adéquation sur les valeurs qui est très forte. Le discours sur les valeurs de Poutine est extrêmement puissant. Et évidemment, c'est là qu'il rejoint Trump. Donc vous avez une espèce d'adéquation sur le fait que, très concrètement, l'Europe a un énorme problème. Parce qu'en fait, c'est nous le problème. Pourquoi? Parce que qui a colonisé le monde en 1885, le congrès de Berlin? Ce sont les Européens. Donc c'est nous qui sommes dans l'œil du cyclone. D'autant que l'ensemble des pays du Sud, à l'exception, je ne parle pas des États-Unis, qui est un cas particulier, mais l'ensemble des pays du Sud dit quoi? Que les Européens veulent recoloniser le monde entier à travers quel vecteur? Premier vecteur, l'écologie. Deuxième vecteur, les droits de l'homme. Troisième vecteur, la mouvance LGBT, etc. Donc en fait, le problème, c'est que l'ensemble des pays du Sud considèrent que l'Europe cherche à revenir d'une façon ou d'une autre, elle est recoloniser au travers de ces vecteurs qui sont aujourd'hui en France et en Europe parfaitement admis. Donc c'est ça le cœur du problème. Et donc bien évidemment, je réponds à votre question, Trump est en adéquation, je dirais, intellectuelle sur un homme, un couple, c'est un homme et une femme, un enfant, c'est vrai, etc., etc. Il y a toute une série de logiques un peu, et le balancier repart de l'autre côté. Ce qui est très important pour nous Européens, c'est quoi? C'est qu'on sait que nous, en Europe, on sait que nos modes, elles viennent des États-Unis, elles viennent d'Angleterre. Les Beatles, ils viennent pas de Charente-Maritime. Donc encore une fois, le problème, c'est qu'on sait que c'est extrêmement important et que ce message va nous toucher à un moment ou à un autre. À quand, je ne sais pas, mais à mon avis assez rapidement, parce que la déferlante américaine, la déferlante britannique, elle va démarrer maintenant. Donc il va y avoir une espèce de confrontation. Et vous revenez sur la violence. Le problème, c'est qu'en Europe, on a pris l'habitude de s'invectiver.
Il n'y a qu'à voir notre Assemblée nationale, c'est incroyable. Avant, les gens pouvaient se respecter il y a encore quelques années. Les gens ne se respectent plus. Donc cette violence verbale, elle découle naturellement sur une violence physique. Et donc moi, je crains vraiment qu'il peut y avoir dans nos campagnes, dans nos villes, des tensions extrêmement fortes. Et là, on a intérêt à contrôler, parce que là, on ne rigole pas du tout.